Sont même plus occupés qu'avant, si l'on peut dire. Comment la population malienne, qui sont aussi vos fidèles, vivent-ils cette situation qui perdure? Cette situation, on la vit avec beaucoup d'amertume. Vous savez, on ne peut pas se réjouir quand vraiment votre pays est coupé en deux et qu'une partie de votre population est sous occupation. Aujourd'hui, non seulement nous vivons, nous sommes venus, nous avons fait le compte rendu à nos autorités compétentes. Depuis lors, les contacts, de façon formelle, on n'en a pas eu. Je vous dis aussi qu'en réalité, ce qui nous gêne un peu, c'est qu'il n'y a pas eu un cadre aussi, un cadre réel, un cadre formel, gouvernemental ou étatique qui nous permet vraiment de faire ces contacts-là. Donc ça nous a handicapés. Nous sommes restés, on est là, nous sommes des républicains, nous sommes dans un pays, nous avons un État, un gouvernement. Nous avons voulu faire en sorte que tout ce que nous jouons comme rôle soit inscrit dans ce sens, mais ça n'a pas été facile souvent. Alors, quand on parle de contact, soyons précis, parce que vous avez cité Mujaou en effet, ça veut dire par définition, quand on dialogue, c'est avec l'ennemi, ce n'est pas toujours très agréable, mais c'est bien avec lui qu'il faut discuter. Je crois que vous avez aussi eu des contacts avec, vous avez tenté des contacts avec Ansar Eddine et ça n'a pas abouti? Non, non, non. Nous avons des contacts avec Ansar Eddine en réalité, mais on n'a pas été sur le terrain de façon réelle pour aller discuter. Et eux sont ouverts à votre... Ils sont ouverts à notre discussion, mais nous avons voulu avoir le feu vert de notre État pour pouvoir aller. Nous n'avons jamais voulu faire une démarche solitaire où c'est nous, le Haut Conseil seulement. Nous pensons que le Haut Conseil est un élément dans un ensemble qui est le Mali. Et donc si nous avons des actions à faire, il faut que ces actions soient en conformité avec la vision de notre pays. Et cela n'a pas été facile, c'est pour cela que nous avons pris du retenu pour donner le temps au temps, pour que le gouvernement nous donne le feu vert réel, pour que nous puissions vraiment aller discuter. Vous savez, si on discute, nous, mais on n'est pas habilité à engager le pays, c'est le gouvernement qui peut engager le pays. Et dans ce cas, si nous n'avons pas réellement l'accompagnement, ou peut-être même... j'allais dire l'accompagnement et puis le feu vert du gouvernement, il est difficile pour nous de pouvoir engager des discussions qui peuvent aboutir à une chance réelle de paix. Oui, vous pensez que ce serait aventureux, vous, religieux, vous, autorité religieuse, de trop vous avancer dans des pourparlers qui finalement n'engageraient pas l'État? Voilà, voilà. C'est pour ne pas... Et ça pourrait aussi prêter le flanc à des critiques, peut-être? Ben voilà, c'est pour ça. Voilà, c'est pour cela que nous avons essayé vraiment d'avoir un peu de retenue et pour inscrire notre action dans celle qui va être menée par le gouvernement du Mali. Mais dans ces contacts, vous avez senti l'autre partie, je l'appelle comme ça, parce qu'il y a plusieurs belligérants du Nord, ouverts tout de même à la discussion? Non, Ansar Eddine, de façon particulière, est très ouverte, vraiment, et tend la main jusqu'à présent, et continue d'ailleurs à nous relancer tout le temps. Mais qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi vous ne venez pas? Nous avons dit, nous allons venir, mais nous voulons vraiment faire ces discussions dans un cadre formel. Et ça ne peut pas se faire sans l'État malien. Et donc cette idée qu'il est possible peut-être de dissocier les différents belligérants, de ne pas les mettre au même plan, il y a des Maliens, il y a des non-Maliens, il y a vrai, comme on dit? Ben, nous espérons bien et nous pensons que ceux qui sont là-bas, qui sont quand même des fils de ce pays, on ne peut pas les jeter à la mer. Il faut trouver une solution avec eux. Donc il faut discuter, il faut oser discuter. Discuter, ce n'est jamais mauvais. Discuter avec eux, parler de notre pays, quelle que soit la nature de la revendication. Pensons que nous pouvons parler. Quelle que soit la nature de la revendication, ça ne nous empêche pas de discuter et de parler. Et peut-être même de trouver un compromis. Maintenant, les autres qui ne sont pas des Maliens, ils peuvent vraiment nous excuser et aller ailleurs. Nous sommes très hospitaliers, mais si vraiment il faut venir nous occuper, ça c'est... Nos zones sont même plus occupées qu'avant, si l'on peut dire. Comment la population malienne, qui sont aussi vos fidèles, vivent-ils cette situation qui perdure?
Quels échos recevez-vous de la population du Nord parce que vous êtes en contact avec eux, comment subissent-ils cette situation? Je suis en contact avec eux parce que moi-même je suis du Nord. Chez mes parents, mes frères. Vous savez, hein, il n'est jamais aisé d'être sous occupation. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'être heureux pendant qu'il est sous occupation, pendant qu'il est privé de sa liberté. Donc ces populations qui sont là-bas sont meurtries. Leur désir aujourd'hui, c'est de trouver vraiment une solution à cette occupation. Par la force. Il s'agit bien d'étrangers. Vous savez, occupation... Parce qu'il y a aussi des Maliens qui occupent. Oui, bien sûr, occupation, à partir du moment où quelqu'un vous dise, bon, arrêtez-vous là, ne faites ceci, faites pas cela, vous êtes sous occupation. Maintenant, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut la qualifier, étrangère ou nationale ou je n'en sais rien, mais c'est quand même une occupation à partir du moment où l'administration du Mali n'existe plus là-bas, l'armée malienne n'a pas de présence là-bas, mais c'est d'autres forces, qu'elles soient nationales ou étrangères qui dirigent, on peut l'appeler occupation. Par ailleurs, vous incarnez la plus haute autorité religieuse du pays, enfin en tout cas la plus haute autorité reconnue par l'État. Vous êtes aussi personnellement quelqu'un dont la voix porte. Je vous connais depuis longtemps et vous n'êtes pas le dernier venu en matière religieuse et en matière d'islam. Comment vivez-vous cette espèce d'usurpation de gens qui parlent au nom de l'islam et qui en donnent cette caricature? En réalité, nous vivons cette situation péniblement. Parce que vous savez, quand quelqu'un vient, il parle de l'islam. Vous vous considérez comme porte-drapeau de cet islam, et quelqu'un d'autre, il pose des actes au nom de l'islam. C'est pour cela que nous avons dit, dès que les premières apparitions, nous avons dit, écoutez, maintenant nous avons demandé à l'autorité qui était là, avant même le coup d'État, de nous faciliter la voie pour qu'on aille discuter avec eux. Parce qu'ils parlent de l'islam, ils parlent de la charia. Très bien, mais venez maintenant, on va discuter. Nous sommes là, l'autorité habilitée à discuter au nom des musulmans. Mais votre charia, quel est le contenu que vous donnez à la charia? Qu'est-ce que vous voulez faire? S'il s'agit vraiment d'application intégrale de la charia, votre méthode n'est pas la bonne méthode. Votre approche n'est pas la bonne approche. Mais il faut que nous parlons et nous essayons vraiment de le dissuader. Parce qu'en posant les actes qu'ils sont en train de poser, ils ne servent pas les intérêts de l'islam, ni des musulmans, ni de leurs intérêts à eux. C'était notre conviction. Nous avons voulu vraiment avoir des discussions franches avec eux. Malheureusement, jusqu'à présent, cette discussion n'a pas eu lieu. Il y a, en dehors du Nord, peut-être à Bamako ou ailleurs dans le pays, il y a aussi d'autres forces qui, sans être de l'AQMI, sans être affiliées même idéologiquement à ces forces ou à ces tendances, ont des aspirations, peut-être? Non, ça ne peut pas les encourager. Vous savez, le Mali est une vieille terre de l'islam, une vieille terre de civilisation. Nous avons une vieille culture. Nous avons su, avec intelligence, harmonier les différentes croyances dans notre pays ont toujours coexisté, je veux dire, en bonne intelligence. Et ça, je crois que le Mali a cette force qui la différencie certainement de beaucoup de pays. Et je ne pense pas qu'en réalité cette idéologie, malgré leur violence, malgré tout, puisse vraiment influencer le Sud jusqu'à ce point. Un dernier sujet qui n'est pas le moins grave, c'est l'hypothèse, plus qu'hypothèse maintenant, de la perspective, disons, de l'intervention internationale des pays de la CEDEAO. Comment vous-même percevez-vous cette perspective et quelles peuvent en être les conséquences, pas seulement militaires? Il est difficile aujourd'hui d'imaginer les conséquences. Je ne suis pas un expert pour pouvoir imaginer cela, mais ce que je peux dire, c'est que nous pensons qu'il faut explorer encore une fois toutes les voies de dialogue possibles avant d'aller à une guerre. Une guerre, c'est la pire des solutions. Il y a aussi, j'ai l'habitude de le dire, je l'ai dit à des chefs d'État que j'ai rencontrés, à des émissaires des organisations internationales que j'ai eu à rencontrer. Je leur ai dit que je pense, avant de faire une débarcation ou une intervention,
il est bon d'abord de faire une concertation, de nous donner l'opportunité de faire une concertation des leaders religieux de l'espace CEDEAO pour encore une fois expliquer aux musulmans notre point de vue qui souvent, il faut le dire, qui est diamétralement opposé à ce point de vue des djihadistes. Et si on ne le fait pas, généralement c'est ce qui crée une sympathie pour ceux qui sont là, parce que les gens vont voir en eux des gens qui ne sont venus dire autre chose que l'islam, qui ont demandé seulement l'application de la charia, et le monde coalisé occidental est en train de les frapper. Et ça donne une sympathie, ça crée une situation, et souvent si on ne fait pas attention. Ça, j'ai eu à exprimer cela. Je pense qu'aujourd'hui, je suis heureux de voir que l'OCI commence à rentrer dans la danse. Je pense que l'OCI, les organisations islamiques internationales ou régionales, si ça existe, parce que ça n'existe pas de cette façon, mais nous devrons aujourd'hui mettre nos pensées ensemble pour voir comment est-ce qu'il faut trouver une réponse à cette situation. Parce que j'ai vu la situation et l'expérience qui est vue aujourd'hui le Nigeria. Ça veut dire qu'ils ont en réalité une réponse sécuritaire seulement à une question qui n'est pas que sécuritaire. Et aujourd'hui, ça n'a pas donné le résultat qu'il faut. Il ne faut pas tomber encore dans cette erreur de faire seulement une réponse sécuritaire, la force, la guerre. Je crois que cette situation a une dimension qui dépasse seulement cette situation sécuritaire, mais il faut intégrer certainement d'autres dimensions spirituelles, sociales, pour trouver une solution à ce problème. Il vous semble que cette guerre peut encore être évitée? Ben, je pense. La guerre, elle a eu lieu dans un sens, mais disons que cette phase de la guerre peut être évitée. Ben, je pense qu'on peut éviter. Pardon? Je pense qu'on peut l'éviter. Je pense qu'on peut l'éviter et j'espère bien qu'on pourra l'éviter. Mais d'autre part, ça c'est à l'intention de ceux qui sont les occupants. Ceux qui sont venus d'ailleurs, qu'ils sachent que le Mali ne peut pas rester éternellement sous occupation. Si on ne trouve pas une solution, ben alors là, il faut aller vers une guerre. C'est la pure des solutions. Pour conclure, vous avez parlé du Mali. Nous sommes tous un petit peu, tous les amis du Mali sont blessés par ce qui lui arrive et par, voilà, on est beaucoup à penser que c'est pas juste, que c'est pas le pays qui a mérité cela. Est-ce que vous pensez qu'il va s'en relever et que cette expérience sera quelque part salutaire? J'y pense beaucoup, vous savez, je suis de nature très optimiste. Je refuse vraiment que le Mali va tomber et ne se révélera jamais. Non. Je pense que ce n'est qu'une parenthèse de notre histoire. Ça peut arriver à toutes les grandes nations. Et maintenant, il faut y croire. Ce qui me fait peur, c'est le pessimisme, c'est le fait que les peuples maliens en eux ne trouvent pas les ressources. Ça, c'est extrêmement difficile et c'est dangereux. Je crois qu'il faut y croire. En réalité, c'est ce qui nous a mis au devant de la scène, parce que nous croyons. On s'est tellement mis au devant de la scène que la classe politique a pensé un moment que nous voulons leur damer le pion. Ce n'était pas là. Nous croyons en notre pays. Nous pensons que notre pays ne mérite pas ce sort et que nous sommes encore capables, si on réunit les énergies, vraiment de rebondir. Et je crois que le peuple malien est riche de sa culture, riche de ses valeurs. Nous pouvons trébucher, mais nous ne pouvons pas tomber et ne pas nous relever, parce que tout simplement, à un moment donné de notre histoire, il y a eu cette situation. Ça arrivait à des grandes nations, ça passait. Pourquoi pas? Chez nous, ça ne passe pas. Je pense, oui. Aujourd'hui, avec l'aide de la communauté internationale, des amis du Mali, la France, les États-Unis, les pays de la sous-région, la CEDEAO et tout le monde ensemble, nous sommes dans un monde où personne ne peut à lui seul se suffire. Ça, c'est une réalité. Mais il faut que les Maliens, même nous-mêmes, on croit, que la classe politique malienne se remette en cause pour dire que, bon, à un moment donné, elle a fauté, il faut l'accepter. Parce que le Mali a cru en la démocratie. Nous avons payé un lourd tribut pour qu'il y ait une démocratie.
Mais à la place de la démocratie, on a été servi par la malgouvernance, le népotisme, la corruption endémique et beaucoup d'autres choses qui ont fait que quand il y a eu ces événements, il n'y a pas eu de répondant parce que le peuple ne croyait plus. Je crois que ça, c'est des choses qui sont des réalités. Et aujourd'hui, il n'est pas nécessaire qu'on vienne s'accuser mutuellement où la société civile s'est transformée en mouvement citoyen et les autres partis se sont mis derrière lui. C'était un homme de bonne foi. Il voulait bien faire, mais ça peut arriver. Ça n'a pas été bien fait. Ça a donné le résultat que ça a donné. Maintenant, nous pouvons, c'est une expérience. Il faut aujourd'hui se remettre en cause et qu'ensemble, on se mette ensemble pour pouvoir vraiment relever le défi. Et je pense, moi, que nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire.